c'est pas possible. Voilà, et bonjour à tous. Bonjour. Merci à tous donc d'être venus encore si nombreux à notre 30e fête matinale pro, où nous recevons aujourd'hui Camille Tello-Vernoux et Bruno Le Signe, responsables éditoriaux des éditions Les Humanoïdes Associés. Minute émotion. Effectivement, c'est assez émouvant pour moi de recevoir les Humanos, car c'est un retour en arrière de 40 ans. C'était mes 20 ans, faites le calcul. Car je pense que les années 70 à 80 ont été une période révolutionnaire pour la bande dessinée. Ça a été à mon avis une période charnière entre l'ancien monde de la bande dessinée et le nouveau, où l'on passait de la bande dessinée gros nez, et ce n'est pas péjoratif, puisque j'adore toujours cette bande dessinée, à une bande dessinée explosive grâce à des revues comme L'Écho des Savanes et bien sûr Métal Hurlant, qui étaient de vrais laboratoires remplis de chercheurs fous. Et nous, lecteurs avides, attendions ces magazines aussi impatiemment que les enfants attendaient leur Spirou. Car lire Moebius, Drouillet, Gall, Margerin, Serge Clair, Yves Chaland et bien d'autres dans le même magazine, je vous assure, c'était incroyable. Il y avait, grâce à ces auteurs, et bien sûr l'éditeur Les Humanoïdes Associés, une créativité extraordinaire qui a changé, je pense, la physionomie de la bande dessinée contemporaine. Ils ont bien sûr influencé pour longtemps un nombre incalculable des auteurs d'aujourd'hui. Et nous, les anciens libraires, avons un attachement particulier à cette maison d'édition qui nous a fait flasher et continue à nous faire rêver. Donc je vais céder bien sûr la parole à Camille et Bruno. Merci encore d'être présents. Voilà. Bonjour à tous. Alors merci d'être là. Alors Marc m'a un petit peu volé mon introduction, mais je pense que ce n'est pas un hasard en fait. Effectivement, les Humanoïdes Associés ont traversé plus de 40 ans d'histoire de la bande dessinée, et pour comprendre un petit peu cet éditeur, c'est vrai qu'il est bon de revenir aux origines et de se rappeler ce qu'était la bande dessinée à la fin des années 60, au début des années 70. Je n'emploierai peut-être pas le terme gros nez comme Marc, mais je dirais que c'était une bande dessinée pour les enfants et la famille. C'était vraiment réservé à la jeunesse à travers des grands hebdos, des grands hebdomadaires comme Spirou ou Tintin, et puis quelques albums. Il faut voir qu'à la fin des années 60, au début des années 70, le marché des albums tel qu'on le connaît aujourd'hui, et quand on traverse la librairie ce matin, on était effaré par cette profusion absolument incroyable, et bien tout cela, il y a une quarantaine d'années, ça n'existait pas. Il y avait les albums de Tintin, les premiers albums d'Astérix, des albums des éditions Dupuis, mais c'était un tout petit catalogue, et voilà, c'était vraiment quelque chose qui ne concernait pas toutes les tranches de la société et des lectorats, comme aujourd'hui. On voit que la bande dessinée a diffusé partout, dans le livre, au cinéma. Aujourd'hui, la bande dessinée est un phénomène qui est partout et qui est commun. À l'époque, non, pas du tout. On était vraiment dans un secteur pour la jeunesse. Et puis, il y a eu deux choses. Il y a eu d'abord le journal Pilote, qui a vraiment précédé l'arrivée des trimestriels, puis des mensuels pour adultes, comme Métal Hurlant 1974 ou L'Écho des Savanes 1972. Le journal Pilote, donc, qui était un hebdomadaire des éditions d'Argo, et dans lequel on commençait à s'exprimer tous les auteurs qui ensuite, ayant quitté Pilote, ont créé la presse de bande dessinée pour les adultes. Gottlieb, Bretéché, Moebius, Mandrika, Giraud, qui ensuite est devenu Moebius. Tous ces gens-là publiaient dans Pilote, et c'est Pilote qui a vraiment fait une transition vers une bande dessinée plus adulte. Un autre phénomène qui a changé les choses, à part Pilote, c'est aussi le succès des albums d'Astérix, qui a vraiment permis l'essor de l'album.
et qui a permis aussi l'essor de la librairie spécialisée. Donc, dans Pilote, on est à la fin des années 60, au début des années 70. On est encore dans un régime de bande dessinée qui est malgré tout enserré dans un certain nombre de carcans. 68 est passé par là. L'underground américain qui associe la bande dessinée à toutes sortes de contre-cultures avec la musique, avec le cinéma. Tout ça inspire des auteurs comme Bretéché, Gottlieb, Moebius, Druyer, les inspire pour essayer de s'émanciper et de créer leurs propres moyens d'expression. En fait, au départ de journaux comme Métal Hurlant, il y a avant tout un besoin d'expression de la part des auteurs. Métal Hurlant n'est pas un magazine qui a été créé par un éditeur, c'est un magazine qui a été créé par un rassemblement d'auteurs qui voulaient faire leur journal. Et ça, c'est très important parce que c'est le cas également de l'Écho des Savanes qui a beaucoup évolué. Mais voilà, Métal Hurlant, c'était des passionnés de science-fiction qui avaient envie d'éclater les formes et qui avaient envie de raconter leurs histoires qu'ils ne pouvaient pas raconter dans le cadre de Pilote, encore un peu trop contraint pour eux. Et donc la naissance de Métal Hurlant, c'est ça, c'est 4 personnes qui se réunissent dans un appartement et qui décident de faire leur journal. Le numéro 1 de Métal Hurlant, au départ, il n'a pas de distribution. On en trouve un petit peu dans la librairie Futuropolis, rue du Théâtre, à Paris. Mais on ne le voit pas dans les kiosques. Il va falloir attendre des mois avant que Métal Hurlant ne soit disponible dans les kiosques, qu'on puisse s'abonner, et que vienne un numéro 2, un numéro 3, puis que Métal Hurlant passe mensuel, et ainsi de suite. Et puis, là, en fait, parallèlement à toute cette effusion de différents magazines qui naissent à cette époque, entre 72 et 76, l'Écho des Savanes, Flux Glacial, Circus, Métal Hurlant, bien entendu, se développent aussi des albums qui peuvent être issus des pages de ces magazines, et grâce à la présence de rayons de bande dessinée et de librairies spécialisées bientôt qui vont fleurir, en grande partie portés par le succès d'Astérix et des albums des éditions d'Argo. Et petit à petit, cette volonté d'expression, ces magazines vont être suivis, prolongés par des magazines d'éditeurs, comme À Suivre, par exemple, de chez Casterman, et d'autres magazines, et où les journaux, après une période de volonté d'expression de la part des auteurs, devient plutôt le véhicule pour des éditeurs de faire avoir un support de prépublication. C'est-à-dire que le magazine permet de faire connaître les séries avant qu'elles n'arrivent en librairie. Et pendant un certain temps, il y a eu une dynamique qui s'est créée comme ça entre la prépublication dans les magazines et la parution en album. Et il était très difficile à l'époque de sortir des albums sans une prépublication en magazine, ce qui semble aujourd'hui évidemment incroyablement étonnant, mais le fait est que ça a été comme ça pendant longtemps, jusqu'au moment où finalement le fait que les mêmes bandes dessinées, les mêmes histoires existaient à la fois en presse et à la fois sous forme d'album, ont créé vraiment un problème de concurrence entre la presse et le livre, et que finalement le livre a tué la presse. Donc Métal Hurlant a été arrêté en 1987 par les Humanoïdes Associés parce qu'à un moment il a fallu choisir son métier. Est-ce qu'on était des éditeurs de presse ou est-ce qu'on était des éditeurs de livres? Donc Métal Hurlant est parmi l'un des premiers supports à s'être arrêté et à faire que maintenant les bandes dessinées sortent exclusivement en album. Et ça a tout changé aussi. Ça a tout changé parce que ça a libéré complètement les politiques éditoriales. Ça a posé de nombreux problèmes de moyens, puisque comment fait-on pour rémunérer des auteurs si on doit les payer uniquement sur les droits d'auteur des albums? Avant, ils touchaient des piges à la page dans les magazines. Ils pouvaient avoir même le statut de journaliste, ce qui fait que pour les auteurs français, il leur était même possible d'avoir du chômage. Enfin, c'était un statut tout à fait différent. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout comme ça. Les albums sont financés entièrement par les éditeurs, sans le concours d'un support de presse. Et aujourd'hui, on voit que c'est l'effusion totale de tous les genres, de tous les formats, de tous les styles, de toutes les tranches d'âge, et avec une production énorme.
Je me rappelle quand je suis arrivé moi chez les Humano il y a une trentaine d'années, c'était déjà la fin de la grande période de Métal Hurlant, et il sortait peut-être 450, 480 nouveautés par an, et les libraires disaient c'est beaucoup trop, on est saturé. On ne va pas y arriver, c'est énorme cette production. Bon. Et le fait est que vous avez eu à ce moment-là une nouvelle génération d'éditeurs. Donc, en gros, je refais mon petit schéma. Dans les années 70, la bande dessinée adulte sort vraiment sort de terre pour s'adresser à un public plus adulte, parfois un public d'adultes nostalgique de la bande dessinée enfantine, mais aussi des amateurs de science-fiction, de polar, d'aventure. Ça passe d'abord à travers des magazines, et en particulier comme Métal Hurlant, qui a été longtemps spécialisé en science-fiction. Hein, c'était vraiment un magazine de science-fiction, c'était presque le fanzine de Druillet, Moebius et Lyonnais. Et puis après ça, il y a eu une production d'albums qui a permis de diversifier les genres. De nouveaux magazines issus d'éditeurs et non plus d'auteurs sont arrivés en piste. Et donc, petit à petit, le paysage s'est totalement transformé avec une déperdition de la presse de prépublication au profit des albums. Et donc ça a permis aussi à l'essor de jeunes éditeurs, comme Guy Delcourt ou Soleil, qui eux n'avaient pas a priori la vocation de commencer par lancer un journal pour pouvoir exister en tant qu'éditeur. Donc ils se sont mis à lancer des albums, et ils ont énormément contribué à faire que, avec les éditions Glénat, Arago, les humanoïdes dans leur temps aussi, à avoir une espèce de production énorme d'albums. On lançait des nouvelles séries comme on pouvait lancer des magazines, et puis survivent ceux qui se vendent suffisamment, les autres disparaissent. Et donc ça a été vraiment ce qui a permis de créer un champ énorme de grandes variétés, de grandes différences, parce que forcément, au bout d'un certain temps, avec une grande production, avec la possibilité aussi de faire découvrir le manga, puis le comics, tout ça a généré la possibilité d'éditer des livres dans tous les formats, toutes les paginations, de toutes les provenances. Alors là maintenant je reviens en arrière un petit peu sur les humanoïdes associés qui ont traversé toutes ces révolutions et qui ont participé à toutes ces phases différentes, celui du magazine, de la prépublication, de l'arrêt du journal pour une production d'albums plus ou moins abondante. Et bien aujourd'hui, nous, notre credo sur la bande dessinée, bien entendu nous sommes toujours des amoureux de science-fiction et de mondes imaginaires, et donc nous essayons plutôt d'avoir une production choisie, sélective. On n'est pas dans le quantitatif, on essaye plutôt de se situer dans le qualitatif, donc avec peu d'albums, peu de séries, un fond historique, puisqu'on a plus de 40 ans d'âge. Il faut voir que Moebius, comme le disait Marc tout à l'heure, est un auteur qui a révolutionné la bande dessinée, ses formes, son style, et puis qui a influencé toute une génération d'auteurs, mais qui a influencé la bande dessinée à un échelon mondial, c'est-à-dire qu'on a lu et on a été inspiré par Moebius aux États-Unis, au Japon, dans beaucoup de pays. Moebius lui-même a travaillé pour le cinéma, et le cinéma s'est inspiré aussi de son travail. Il n'y a qu'à voir Blade Runner, dont la suite sort est en ce moment sur nos écrans. C'est quelque chose qui découle directement de Métal Hurlant et de l'ambiance de science-fiction qui a été créée par certaines histoires de Moebius. Donc voilà, aujourd'hui on est sur le livre. On a eu un essor plus international que purement franco-français, puisque nous avons également une marque aux États-Unis qui diffuse nos albums, et on essaye de faire quelque chose qui soit avant tout centré sur les univers d'auteurs et sur de bonnes histoires. Il nous arrive même fréquemment, sinon quotidiennement, de développer d'abord des récits, d'abord des histoires et des univers romanesques et de science-fiction.
on y reviendra dans le détail, avant même de savoir nécessairement qui va le décider. Donc on travaille beaucoup plus sur les récits, les scénarios, et tout en évidemment en essayant de garder la qualité graphique et l'originalité graphique qui fait un peu l'identité des humanoïdes associés. Il y a 3 séries qui ont beaucoup marqué l'histoire des humanos, c'est l'Incal, Boomseur, la caste des Métabarons. L'Incal, c'est une série du tout début des années 80 de Métal Hurlant, avant que ça devienne un très gros succès d'album. Et en fait, à ce moment-là, on peut dire que la bande dessinée, au début des années 80, qui a vu l'arrivée d'À Suivre, avec les grands romans À Suivre, par exemple, de chez Casterman, au début des années 80, on est moins dans l'expérimentation graphique et narrative, comme on a pu le voir dans les histoires de Moebius, comme le Major Fatal ou Arzac, qui sont des œuvres magnifiques, mais un petit peu surréalistes, et qui sont avant tout expérimentales. Mais qu'on réédite toujours, régulièrement, eh bien c'est le retour de la grande aventure. Et c'est le retour des grandes histoires. Et l'Incal, c'est né de la rencontre entre Alexandro Jodorowsky, réalisateur de cinéma, homme de théâtre, et de Moebius, donc dessinateur, puisqu'ils avaient travaillé ensemble au projet du film Dune, dont vous avez peut-être vu cet excellent documentaire qui raconte l'histoire de ce premier grand film de science-fiction qui n'a jamais existé. Grâce à ce film, ils se sont lancés dans une saga de l'Incal. Et Jodorowsky, qui a toujours eu une approche très, très anticonformiste et très originale, il a dit, ben voilà, l'Incal, ce n'est plus une série de bandes dessinées comme Lucky Luke ou Astérix, qui sont des histoires... ou Blueberry, pour rattacher ça à Moebius, qui sont des histoires sans fin, enfin des albums qui se suivent les uns après les autres, sans qu'on sache exactement quand est-ce que la série va s'arrêter. C'est un roman qui aura 5 chapitres, 5 grands chapitres, 5 grandes parties, et une fois que ce sera terminé, ce sera la fin de cette histoire. On ne fait pas une série, on raconte une histoire, une grande saga en bande dessinée, qui aura un début et une fin, et qui sera construite vraiment comme un roman. Alors évidemment, ça a été l'originalité de l'Incal d'inaugurer les histoires basées sur des cycles. Bien entendu, il n'a pas réussi à tenir ces 5 albums, il en a fallu 6, l'histoire. Et puis ensuite, le succès de l'Incal, qui a créé véritablement tout un univers, c'est un petit peu comme Tolkien ou comme des grands mythes, des grandes mythologies comme ça. Il y a John DeFool, il y a le Métabaron, il y a toutes sortes de personnages qui apparaissent dans l'Incal, et une histoire extraordinaire qui nous amène dans le cosmos, aux confins du religieux et de la métaphysique. Et bien du coup les personnages de l'Incal sont devenus des sortes de créatures qui ont presque échappé à leur créateur et qui ont donné lieu à d'autres cycles, d'autres romans. Le cycle d'avant l'Incal, donc qui nous raconte la jeunesse du personnage de John DeFool, ou bien un certain nombre de cycles autour du personnage du Métabaron, qui est certainement un des personnages qui est visuellement, graphiquement le plus marqué dans l'Incal, et qui a connu donc des histoires où il est devenu le héros de personnages secondaires de l'Incal. Il est devenu un personnage autonome. Donc il y a eu tout d'abord la caste des Métabarons. Alors en fait, ça c'est quelque chose qui est arrivé à la fin des années 80, début des années 90. On avait l'idée de faire une série basée sur le personnage du Métabaron, pour lequel Jodorowsky avait l'envie de raconter les origines de ce personnage. Et ce qui est très original, au lieu de faire l'histoire d'un héros, les aventures d'un héros, en fait, il a fait les aventures de la famille du héros, en remontant jusqu'à ses ancêtres les plus lointains. Et un des dessinateurs de science-fiction qui nous paraissait le plus approprié pour
faire une nouvelle histoire était Jiménez. Mais Jiménez ne connaissait pas du tout, Don Juan Jiménez, auteur argentin qui vit à Barcelone, enfin dans la région de Barcelone, à l'époque ne connaissait pas du tout Alexandro Jodorowsky, qui avait une réputation peut-être parfois un petit peu sulfureuse, parce qu'il avait été démêlé à des histoires de happening, de mouvements paniques avec Arrabal, donc quelqu'un de très anticonformiste. Il avait un petit peu peur de Jodorowsky, donc il a accepté de commencer une première histoire avec lui, mais à condition que ça soit juste 2 albums. Donc on est parti là-dessus, on a dit d'accord, on ferait juste 2 albums, on verra. Et la série a duré 8 albums en fait, parce que les 2 hommes évidemment ont appris à se connaître, ils se sont apprivoisés, ils se sont entendus comme larrons aux enfoirs, et voilà. Ils parlaient la même langue. Ils parlaient, de plus ils parlaient la même langue, donc ce qui est toujours très agréable pour les auteurs et un peu plus difficile pour l'éditeur, pour essayer de suivre un petit peu ce qui se raconte dans ces histoires. Voilà, mais non, tout s'est très bien passé et ça a été évidemment un des plus gros succès de notre catalogue. Et en fait, on voit que de l'esthétique de Moebius, qui est encore qui reste toujours imprégné de la bande dessinée des années 70-80, c'est vraiment l'âge d'or de Moebius. Avec Jiménez, nous passons à un dessin plus pictural, plus hyper réaliste. Jiménez est un dessinateur qui a une formation d'ingénieur et de dessinateur industriel. Et donc, lorsqu'il dessine un vaisseau, lorsqu'il dessine un véhicule, lorsqu'il dessine une technologie, le métabunker et les couloirs du métabunker, il les design comme un véritable ingénieur et en essayant de se dire, mais si on voulait que ça marche vraiment, comment est-ce que ce serait conçu? Et donc, il apporte une espèce de dimension de réalisme presque quasi cinématographique, bien qu'à l'époque où Jiménez réalise ses dessins, on est encore loin d'avoir vu la science-fiction démarrer complètement au niveau cinématographique, à part Blade Runner et quelques films. Voilà, donc on entre dans une nouvelle esthétique et dans un nouveau monde, et le Métabaron, issu des pages de l'Incal, qui ensuite a donné lieu à la caste du Métabaron, va donner lieu encore, de manière plus récente, à une nouvelle évolution avec le personnage, avec la série Métabaron, un nouveau cycle que nous développons aujourd'hui, et qui sont des histoires pour lesquelles Alexandro Jodorowsky a fourni une trame générale, mais que nous avons développé avec un scénariste, Jay Friesen, qu'on a développé sous forme de mini-cycle de 2 albums, avec une arche narrative globale, un peu comme une mini-série de la télévision, où vous avez des aventures, et puis vous avez une arche qui relie 6, 8, 12 épisodes, comme dans les meilleures séries américaines. Voilà. On a scénarisé, on a développé l'univers d'Alexandro Jodorowsky, là encore avec une nouvelle évolution dans la manière de raconter les histoires, et puis avec différents dessinateurs. Chaque cycle de 2 albums est réalisé à chaque fois par un dessinateur différent. Valentin Séché, un jeune dessinateur qui est extrêmement brillant et qui pousse encore plus loin le réalisme d'un Jiménez, ou Nico Henrichon, donc, est un dessinateur d'origine québécoise, qui lui a un dessin plus symbolique, mais qui n'est pas moins réaliste sur le plan de la science-fiction. Voilà, donc nous sommes partis là encore pour 8 albums, pour raconter cette grande saga dans l'espace. Alors un autre de nos univers, l'univers Jodorowsky, Casse des Métabarons, vous avez présenté pour nous, un autre de nos univers forts, fantastiques, sur lesquels que nous continuons à développer, donc avec des nouveautés, c'est l'univers de Gargouille et des mondes cachés. La série mère, c'est donc la série de Gargouille qui s'est développée sur 7 volumes. À l'origine, c'est un projet de Denis-Pierre Philippi, le scénariste, qui avait déjà signé quelques séries chez nous fin des années 90, début des années 2000,
et qui est venu nous apporter ce projet avec le dessinateur Étienne Young. On était en plein boom Harry Potter. Donc c'est une série jeunesse qui présente pas mal d'échos avec Harry Potter, la présence de la magie, un personnage principal jeune qui se découvre des pouvoirs magiques et qui lui aussi va suivre une école de la magie et qui va ressortir un mage accompli à la fin de ce cycle de 7 tomes. C'est Étienne Young qui est le co-créateur de cette série, mais qui a été repris dès le tome 2 par un dessinateur italien issu de l'école Disney et qui a apporté une grande fluidité dans la narration et qui a, tout en reprenant évidemment les bases de l'univers créé par Étienne Young, c'est-à-dire un univers extrêmement féerique, foisonnant, très novateur. Une des caractéristiques du graphisme de cet univers, ce sont des grandes cases avec plein de détails dans lesquels les lecteurs peuvent se perdre, les jeunes lecteurs peuvent se perdre, aller chercher toutes sortes de détails. Donc un graphisme absolument époustouflant qui est encore aujourd'hui salué même dans les nouveaux albums que nous continuons à sortir. Aujourd'hui, en plus, ces deux auteurs qui à l'origine étaient juste co-auteurs sont devenus avec le temps des amis, des complices, et donc il y a un vrai travail à l'origine sur le scénario. Denis-Pierre Philippi va amener son idée de synopsis et derrière il va y avoir beaucoup d'échanges avec Silvio Camboni, je ne sais même pas si je l'ai cité, Silvio Camboni, qui est donc le dessinateur depuis Gargouille tome 2, donc qui a fait 6 tomes de Gargouille et qui est aujourd'hui créateur avec Denis-Pierre Philippi de la série dérivée de l'univers Gargouille qui est Le Monde Caché. Et donc une grande complicité entre les auteurs pour arriver à des histoires extrêmement bien menées, originales, avec une intrigue menée tambour battant et surtout, encore une fois, une grande fluidité de la narration, des planches toujours très claires, voilà, le lecteur s'y retrouvera toujours. Donc il y a eu cette série Gargouille qui a été publiée de 2003 à 2008-2009 environ. Donc là, c'est posé la question pour nous de savoir ce qu'on allait faire après cette série, comment on allait continuer. Il y avait une forte envie des auteurs, mais aussi des éditeurs, parce qu'il y avait un vrai succès, un très bon accueil en librairie qui ne s'est jamais démenti depuis le grand succès du tome 1 en 2003. Et comment repenser, on ne pouvait plus, les temps avaient changé, on était à la fin, c'est ça, 2008-2009, on ne pouvait plus se relancer sur une autre série au long cours, un long cycle, une histoire développée sur 7 volumes. C'était plus possible, le marché avait changé, voilà, beaucoup d'albums en librairie, donc on ne pouvait plus faire ça, et donc on a repensé le format avec les auteurs, pour repartir sur quelque chose de plus jeunesse, c'est-à-dire des histoires bouclées par volume et qui peuvent être lues indépendamment du cycle principal de Gargouille. Même si évidemment il y a des échos, donc pour les jeunes lecteurs qui nous ont suivis dès leur plus jeune âge, ils peuvent continuer. D'ailleurs le héros aussi a grandi, donc ça, pour s'adresser à un public un petit peu plus large qu'un simple public jeunesse. De toute façon, ne serait-ce que par le graphisme, en fait, c'est toujours un univers qui a attiré tous les publics, y compris les adultes. Voilà, donc les mondes cachés, des histoires autonomes, pouvant être lues indépendamment du cycle principal. Toujours Silvio Camboni et Denis-Pierre aux commandes. Et aujourd'hui, vous avez 2 albums qui existent et ils sont en train de travailler sur le 3e.
À l'époque où est sorti Gargouille, il y avait finalement peu de livres qui racontaient ça, qui présentaient un tel univers de magie, avec un dessin aussi attrayant. Et donc c'est un livre, comme vous le savez, la bande dessinée, c'est aussi un domaine où on achète pour faire des cadeaux, on achète parfois pour ses enfants, les parents sont prescripteurs d'un certain nombre de livres, et donc Gargouille a tapé pile poil dans ce qui pouvait être conseillé comme une évidence en fait. Alors Carthago, c'est un peu une bande dessinée un petit peu plus typique de notre période des années 2000. En fait, l'histoire, c'est une espèce de, c'est une saga qui nous présente le monde de demain matin, avec un thème qui est toujours très dans l'air du temps, qui est celui de la cryptozoologie, c'est-à-dire des créatures, comme ici le mégalodon, en fait, hein, le requin préhistorique, un requin qui est je ne sais combien de fois plus gros et plus féroce que notre petit requin actuel, hein, qui fait déjà des dégâts, et qui remonte, donc qui revient des profondeurs de l'océan et de la préhistoire pour attaquer les bateaux. Et donc là, on est vraiment dans, je dirais, une bande dessinée plus moderne, telle qu'on la voit beaucoup aujourd'hui, avec un mélange des genres, avec des références cinématographiques, on pense évidemment aux Dents de la Mer, hein, un mélange de genres qui va brasser à la fois la science-fiction, l'anticipation, dans un style plus classique que ce que pouvaient faire Moebius ou Druillet, qui réinventait finalement la bande dessinée et le graphisme à chaque page. Là, on est dans des graphismes qui sont beaucoup plus contrôlés, qui sont beaucoup plus travaillés pour se mettre au service d'une narration, donc avec un certain classicisme que vous allez retrouver dans des séries comme 13 et bien d'autres. Hein. Mais ce qui n'empêche pas une touche de vie et de personnalité, un effet de style qui est propre à chaque dessinateur. On a pensé à un petit peu comme pour Gargouille, lorsque Gargouille s'est terminé, on s'est dit quelle est la stratégie pour continuer et pour développer encore cet univers à travers une nouvelle série, et on a trouvé une stratégie différente de Gargouille. Et bien de la même manière pour Carthago, on s'est dit bon ben on attend Eric et Nino, mais Carthago, c'est bien de pouvoir le continuer d'une manière ou d'une autre dans cet intervalle. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on s'est dit, on va faire des spin-offs, on va faire des préquels de Carthago, qu'on appellera Carthago Adventures. C'est peut-être pas la chose la plus originale qu'on ait trouvée en matière de titre, mais c'est un petit peu, vous savez, c'est un petit peu le genre de titre de travail qu'on garde, parce qu'on n'a pas trouvé mieux. Voilà. Si, non, c'est la vérité. Et donc, du coup, on s'est dit, on va raconter des histoires qui seront à chaque fois bouclées dans chaque album, et qu'on pourra proposer à chaque fois à un dessinateur différent, et ça nous permettra de développer les origines de la série, ou bien ce qui est arrivé dans la jeunesse du Centenaire, ou dans la jeunesse de Donovan, deux personnages très importants de cette saga de Carthago. Justement, le tome 6, qui a été dessiné par Ennio Buffi, le nouveau dessinateur de la série, nous avait fait les propositions de couverture pour le dernier tome, et donc voilà, c'est aussi le travail des éditeurs de choisir. On peut un petit peu comparer, toute proportion gardée, le travail de l'éditeur de bande dessinée à celui du producteur de cinéma. C'est-à-dire qu'on choisit un sujet, parfois c'est l'éditeur qui choisit un sujet, qui choisit un angle, et qui va chercher le scénariste pour l'écrire, et puis une fois que le scénariste l'a écrit, il va aller chercher le dessinateur pour le réaliser, et ensuite parfois le coloriste. Donc c'est un travail c'est un petit peu, toute proportion gardée comme au cinéma, un travail d'équipe, un travail collectif dans lequel les auteurs apportent leur créativité, dans lequel l'éditeur apporte son regard, le lecteur et ses stratégies. Et au final, il y a un dernier élément avant la mise sur le marché du film, c'est l'affiche. Et l'affiche, c'est un gros travail pour l'éditeur, encore plus que pour l'auteur, puisque ça va être la carte d'identité de l'album, et ça va être vraiment
le premier élément commercial finalement qui va, dans la profusion des albums que nous voyons, qui va un petit peu attirer le regard. Hein. Bien sûr, la notoriété est très importante. Quand on voit Carthago, tous les amateurs, tous les fidèles de Carthago voient avant tout le titre. Mais la couverture est très importante, évidemment, pour continuer à garder nos lecteurs, continuer à les attirer. Un album de bande dessinée, ça se voit d'abord par la couverture, et puis ça se feuillette. Hein, voilà. Et c'est, je crois que dans bien des cas, l'acte d'achat, à part le conseil du libraire, qui est très important, ça se passe comme ça. Donc c'est Les Écarlates, là, pour cet univers créé par l'italien Saverio Tenuta, on n'est pas dans la logique de l'éditeur-producteur dont parlait Bruno, mais vraiment, pour nous, on publie un univers qui est totalement personnel à l'auteur, qui nous a amené, Les Écarlates, c'est 2006 le tome 1, la légende des Écarlates, 2006 le tome 1, nous a amené à Angoulême son dossier, et il est auteur complet, hein, donc il écrit, il dessine les histoires qu'il écrit, il les met en couleur au pinceau. Et pour la petite anecdote, quand il nous a amené son projet, le projet qui raconte l'histoire d'un samouraï errant sur les terres glacées d'un Japon médiéval fantasmé, son personnage principal ressemblait à ça. Donc l'idée de Saverio derrière ça, c'était de montrer un personnage qui avait souffert, une espèce de quelqu'un de déchu, qui avait perdu son identité, qui ne se souvenait plus de son passé, et il voulait montrer toute cette souffrance à travers son physique, voilà, à travers des traces, des cicatrices très, très marquées qu'il porte. Et alors là, moi je n'étais pas encore chez les Humano, puisque je suis arrivée en 2003, et je pense que le dossier, ça montre bien qu'il y a eu du travail, puisque publication 2006, et donc je pense qu'il avait amené le dossier peut-être vers le 2002, et on lui a fait retravailler sur son personnage en lui expliquant qu'il était vraiment trop affreux, et que pour les lecteurs c'était plus difficile de s'identifier à un personnage qui avait une allure presque repoussante, quoi. Donc il a quand même gardé, il est quand même manchot, enfin, il a l'œil balafré, donc il a perdu un œil, donc c'était bien, c'était pas la peine d'en rajouter. Et ça a marché, surtout. Et ça a marché, surtout, oui. Ça a marché parce que... On prend un risque, hein, toujours, en demandant à l'auteur de modifier des choses dans son œuvre. Parce que s'il ne le sent pas, finalement, ça peut avoir aucune odeur ni saveur, quoi, sur les planches finales. Et donc, oui, ça a marché. 4 volumes de la légende des Nuits Écarlates, qu'on a continué à développer en 2 spin-offs. Le Izuna et le masque de Fudo, parce qu'au fur et à mesure qu'il raconte ces histoires, en fait, il y a des nouveaux personnages qui en ressortent, et des nouveaux personnages dont on a envie de connaître la vie, de développer l'histoire. C'est souvent d'ailleurs à partir de discussions que Saverio peut avoir avec ses lecteurs lors de dédicaces, de festivals, il pose des questions sur, par exemple, le personnage du méchant, entre guillemets, dans la légende des Nuits Écarlates, qui est Fudo. Ah, mais qui est-il? Quelle est son histoire? Et c'est comme ça qu'est né le premier spin-off, c'est-à-dire l'histoire de Fudo, développée dans la série en cours, Le Masque de Fudo. Le deuxième spin-off, qui s'appelle Izuna, il s'est adjoint une dessinatrice, Carita Lupatelli, qui est une de ses disciples en fait à l'origine, et qui, donc pour laquelle il écrit l'histoire. Alors que sur Le Masque de Fudo, il est encore auteur complet. Et voilà, pour Saverio, sa grande difficulté, il dit toujours, c'est d'écrire les histoires. Il est beaucoup plus facilement dessinateur, ce qu'il est à la base, hein, et même professeur de dessin de bande dessinée. Et toujours la difficulté de faire le tri dans toutes ces idées extrêmement foisonnantes, tous les fils qu'il va développer, tous les personnages, tous les... voilà.
vous ai parlé tout à l'heure du fait que nous attachions beaucoup d'importance à l'histoire et que nous faisions beaucoup de travaux sur des recherches de scénarios et d'histoire. Évidemment, ce qui nous parvient par la poste ou aujourd'hui par mail ne suffit pas toujours à nous satisfaire, et donc un petit peu toujours, comme des producteurs, on s'est dit où est-ce qu'on pourrait aller chercher des histoires, des personnages et des aventures qui soient aptes à exciter un certain nombre de dessinateurs ou de dessinatrices de bande dessinée pour en faire des albums. L'adaptation d'œuvres littéraires en bande dessinée est quelque chose de très ancien, on n'a rien inventé, mais on va dire que quand on pense adaptation littéraire, on pense peut-être d'abord à Notre-Dame de Paris en bande dessinée, ou voilà, l'idée d'une transposition d'une œuvre littéraire en bande dessinée pour faire connaître l'œuvre littéraire. Là, ce n'est pas du tout ce que notre démarche. Notre démarche, c'est d'aller puiser dans une œuvre romanesque, parfois à l'échelle de toute l'œuvre romanesque, comme dans le cas de Julia Verlanger, écrivain de science-fiction des années 70, paru au Fleuve Noir, et pour lesquels on a passé un accord pour pouvoir puiser librement dans toute son œuvre, pour en tirer des histoires et des cycles d'histoires, où Robert Silverberg, donc grand maître de la science, un des 3 ou 4 grands noms de la science-fiction américaine en littérature, leurs livres nous fournissent, comme finalement pour un réalisateur de cinéma, nous fournissent une base, nous fournissent des situations, des personnages, des possibilités d'histoire à partir de laquelle on va développer des scénarios originaux. Ces scénarios vont être inspirés par le livre, inspirés par l'univers, mais ne vont pas en être une transposition nécessairement fidèle. Hein. Donc, chez Julia Verlanger, par exemple, nous avons, qui est un écrivain, qui n'est pas un grand écrivain comme Robert Silverberg, c'est un écrivain populaire, de feuilleton, de science-fiction, mais qui a vraiment le sens de l'action, avec des personnages très forts. Et donc, on s'est alimenté un peu de ces séries B des années 70 pour développer plusieurs univers, l'univers des mondes rétro, qui sont des planètes très lointaines qui vont être explorées, ou l'univers de l'autoroute sauvage, qui est une trilogie de post-cataclysmique. Et puis dans le cas de Robert Silverberg, c'est au contraire la grande qualité littéraire de son œuvre qui nous a attirés, mais c'était tellement littéraire que c'était très difficile à adapter en bande dessinée, donc on a fait une véritable adaptation, dans le sens où, lorsqu'on a scénarisé le roman de Robert Silverberg, on a recréé des enjeux, on a apporté de nouveaux personnages, et on a, à partir de son univers, inventé vraiment véritablement une autre trame romanesque. Voilà, ce qui nous a particulièrement rendu fiers, c'est que Robert Silverberg a bien vu à quel point on l'avait trahi, mieux trahi pour être plus fidèle. En réalité, à son univers, il a vraiment beaucoup apprécié cette adaptation. Merci. Merci à Sarah, Camille et Bruno.